Alors, si toutes les personnes pouvaient revenir pour qu'on puisse engager l'avant-dernier temps de cette journée convention QSE. Donc, un temps qui va nous ouvrir sur des perspectives. La thématique de la journée était la RSE. Aujourd'hui, nous allons en aborder une autre, l'IA. Et pour ça, je vais laisser la parole à Julien Nizri et son équipe pour présenter justement cette thématique. Quelques mots, Julien? Merci. Bonjour à tous. Julien Nizri, directeur général d'AFNOR Certification. Donc je crois qu'il y a quelques certifiés dans la salle, et j'ai cru le comprendre. Merci beaucoup pour l'invitation. Et effectivement, juste réagir à quelques propos que j'ai pu entendre, et notamment dans le cadre des ateliers et aussi dans le cadre des interventions. Souligner vraiment que par rapport au rôle peut-être historique des normes de la certification sur la qualité industrielle, sur ces enjeux vraiment, vous l'avez dit, historiquement, la 9001, puis la 14001, puis la 45001. Cette évolution vers la RSE et finalement cette alors je ne vais pas parler de convergence des luttes, mais en tout cas, cet objectif d'aller vraiment vers toujours plus d'inclusion, pour reprendre le mot gagnant, si j'ai bien compris tout à l'heure le dernier intervenant. On voit bien qu'il y a une évolution progressive vers du soft qui attire finalement les actionnaires, qui attire les directions générales, qui mobilise les énergies, qui permettent vraiment de faire en sorte qu'on sorte la certification et les normes finalement peut-être d'un secteur d'experts, de sachants, pour aller vraiment pour parler finalement au plus grand nombre. Aller vers la RSE, ça a été dit, c'est aussi un enjeu majeur d'évolution sociétale, d'évolution économique, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, un des axes, c'est vraiment de croiser ces deux objectifs. La norme, la certification au service de la qualité industrielle, vraiment, c'est quand même un enjeu essentiel. La qualité industrielle, faire bien au premier coup, faire bien selon certains processus, mais aussi trouver des moyens de répondre à la transition écologique et environnementale, répondre à la transition démographique, et on le fait, vous savez, on a des labels sur l'égalité et la diversité, on a des labels sur le bien vieillir, on a des labels sur la bientraitance, et aussi, et c'est le sujet de cette table ronde, enfin de cet atelier, c'est la transition numérique et digitale, avec une irruption majeure du fait numérique digital dans nos façons de travailler. Alors là, c'est pas nouveau, la robotisation, l'évolution sur les modes de production, l'impact que ça a pu avoir sur les moyens de production et les modes de production. Par contre, ce qui est quand même très nouveau, c'est l'irruption à une vitesse vraiment insoupçonnée de l'IA. C'est-à-dire, bien sûr que l'IA existait déjà, bien sûr qu'on savait que ça existait, mais même les concepteurs de modèles de langage de LMS, de LLM, pardon, disent que la capacité des nouveaux modèles et notamment bien sûr ChatGPT et confrères, de traiter autant de données et d'une certaine façon et d'apprendre par eux-mêmes, vraiment, les experts expliquent vraiment combien cette éruption est rapide et combien surtout son appropriation par le grand public est vraiment un raz-de-marée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sort vraiment d'un domaine qui est concerné des experts et qui était traité par des experts, et la sécurité est traitée par des experts, et puis on avait la 27000 pour les aspects de sécurité, on avait les enjeux continuité d'activité aussi, où là on vient dans un domaine qui va vraiment et qui impacte tous les modes de production de tous les collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir autour de vous qui utilisent au quotidien de l'IA, et de plus en plus de personnes l'utilisent vraiment au quotidien pour leurs éléments de langage, pour voilà, avec tous les problèmes de sécurité que ça peut poser, tous les problèmes aussi, évidemment, si on commence à l'utiliser pour des recrutements ou pour de l'assistance à des choix, les problèmes d'information. Et c'est ça qu'on va évoquer par rapport au cadre réglementaire qui encadre l'IA, puisque avec difficulté, la Commission européenne a élaboré tout un cadre de travail pour réfléchir à l'intelligence artificielle. Alors, on a pu voir, je pense que vous allez en parler, Brice, que l'Europe était quand même pionnière en la matière, avec l'objectif de sortir cet IA Act, ce règlement européen sur l'intelligence artificielle, parmi les premiers au niveau mondial. Et pour des raisons économiques, concurrentielles, pour des raisons de querelles de chapelle entre certains pays, finalement, on s'est fait doubler fin octobre
par Joe Biden et l'annonce américaine d'une politique finalement, par un décret, enfin un acte américain sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant aussi, et on pourra en reparler, c'est de comparer à travers ces deux approches réglementaires ou ces textes, la vision européenne qui est quand même assez encadrée, où on se dit quand même qu'il faut prévoir les choses, qu'il faut quand même mettre un cadre, et puis la version américaine qui considère que de toute façon le marché pourvoira à tout et que globalement les acteurs s'autoréguleront. Voilà, donc sans plus attendre, mais je continuerai d'intervenir. Je passe la parole à Brice et Atsu. Donc, Brice, qui est responsable certification cybersécurité et auquel vous avez plusieurs fois fait appel peut-être pour vos certifications 27001 et pour différents sujets, notamment Secnum Cloud et des certifications assez spécifiques qu'on a en lien avec l'ANSSI. Et Atsu Ndiaye, qui est chef de produit confiance numérique aussi, qui nous a rejoint plus récemment. Voilà, on va vous présenter la réglementation européenne en lien avec l'intelligence artificielle, le règlement IA Act, et on va faire le lien avec une norme qui est en préparation actuellement, l'ISO 42001, qui pourra vous intéresser et qui va traiter du système de management de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous. Donc nous allons d'abord commencer par vous faire une cartographie des différentes typologies de textes applicables en matière d'intelligence artificielle. Nous allons commencer par des textes réglementaires qui auront une vocation contraignante avant d'aller vers des normes qui auront plus une application volontaire. Alors d'abord, il y a l'IA Act, qui est le règlement au niveau de l'Union européenne, donc qui va entrer en vigueur à partir de fin 2023 et qui sera applicable d'ici 2 ou 3 ans. Donc l'IA Act, bien entendu, pourra être mise en lien avec d'autres règlements qui sont également présents au niveau de l'Union européenne, comme par exemple le règlement général sur la protection des données personnelles, lorsque les systèmes d'intelligence artificielle vont aujourd'hui faire intervenir des traitements de données personnelles. Et pourront également être mis en lien avec des produits qui sont soumis, par exemple, à des marquages CE, comme les dispositifs médicaux, comme les jouets, ainsi que les machines. Nous allons également avoir des normes, donc des normes qui, en fonction des réglementations, vont être d'application contraignante ou non. Nous aurons par exemple la 42001 qui va être rendue obligatoire et qui est une norme ISO sur l'intelligence artificielle, sur les systèmes de management de l'intelligence artificielle. Nous aurons également la 23894 sur la gestion des risques et nous aurons également la 52589 sur la qualité des données. Ce qui est important de savoir également, c'est que les normes, elles sont rédigées par les parties prenantes et donc elles sont à suivre si vous voulez vous mettre en conformité à l'IA Act par exemple. Nous aurons également des fiches pratiques qui ont été rédigées par la CNIL, donc la CNIL qui actuellement est l'autorité de contrôle sur la protection des données, mais qui à terme pourrait également devenir l'autorité de contrôle sur l'IA Act, ainsi que l'intelligence artificielle plus généralement. Vous avez par exemple sur définir une finalité. Donc une finalité, c'est pourquoi par exemple on utilise un système d'intelligence artificielle, ou également réaliser une analyse d'impact, c'est-à-dire réaliser une analyse de risque sur la gestion de la vie privée, sur les systèmes d'intelligence artificielle, pour voir quel impact cela a sur la protection et la liberté des individus. Il y a également d'autres guides et des recommandations ainsi que des outils d'évaluation que vous pouvez trouver au niveau du site de la CNIL, comme par exemple une recommandation sur l'intelligence artificielle qui a été publiée par l'UNESCO, mais également un outil qui a été fait par le NIST sur l'analyse des biais ainsi que des systèmes d'intelligence artificielle. Alors là, nous allons voir les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque qui sont dans l'IA Act. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on peut la retrouver dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice, etc. Et donc, il est nécessaire d'avoir un certain encadrement afin de pouvoir prévenir certains risques qui peuvent arriver. Parce que imaginez-vous aujourd'hui que vous utilisez l'intelligence artificielle pour des besoins tels que l'embauche, pour des besoins tels que l'accès à l'éducation, et que derrière, on ne sait pas qui a pris ces décisions. Il est entendu que cette opacité peut
nous amener, disons, à des injustices. C'est pourquoi dans l'IA Act, il y a 3 niveaux de risque qui ont été décelés pour pouvoir encadrer une certaine transparence, une certaine éthique dans l'utilisation du système d'intelligence artificielle et des outils d'intelligence artificielle. Nous avons en premier lieu les systèmes d'intelligence artificielle avec un risque inacceptable. Ce sont les systèmes d'intelligence artificielle qui comportent un risque pour la sécurité, pour la subsistance ou pour les droits, des libertés et des personnes. Donc ces systèmes, ils sont interdits et nous ne pouvons pas les utiliser, comme par exemple la notation sociale gouvernementale ou par exemple des jouets à commande vocale qui peuvent inciter à des commandes dangereuses. Donc, je ne pense pas que ce soit le mieux pour les enfants d'avoir des jouets comme ça. Ensuite, nous avons les systèmes d'intelligence artificielle avec un risque élevé. Donc, ça va s'appliquer à des domaines sensibles comme la justice, comme l'emploi, comme la migration. Et ces systèmes d'intelligence artificielle vont faire l'objet d'une surveillance beaucoup plus accrue avec une analyse de risque et avec une surveillance humaine derrière, bien entendu, ainsi qu'une traçabilité des résultats. Tout cela pour garantir une certaine transparence. Je peux me permettre ? Oui, bien sûr. Oui, juste souligner que pour ces IA-là, un des axes qui est demandé aussi, c'est systématiquement l'obligation d'informer la personne si de l'intelligence artificielle a été utilisée dans le processus. Donc, par exemple, pour tout ce qui est recrutement, si votre CV a été traité par un pré-traitement par IA, alors il y a une obligation d'information qui est prévue par l'IA Act. Et un autre aspect que je voulais juste souligner, c'était revenir sur la question des biais, parce qu'on a passé de ça très vite. La question des biais, il y a 2 axes très forts. Alors, je sais que je parle à des sachants du secteur, mais l'IA, en l'occurrence, comment fonctionnent ces outils-là ? Moi, j'étais très déçu quand j'ai appris qu'il n'y avait pas d'intelligence, à part dans le nom, dans l'IA, et qu'ils ne comprenaient absolument pas ce qu'on disait, l'outil, que c'était juste des simples prévisions par un découpage des mots en tokens, en petits groupes de mots, et par des prévisions du mot suivant le plus logique, et par des algorithmes qui permettent, enfin par des systèmes plutôt incrémentales, qui permettent de prévoir des séquences logiques. Comment ça fonctionne à la base? La compréhension du langage, c'est juste d'analyser, on parle toujours d'apprentissage, on dit toujours il faut entraîner un modèle. On a des modèles de données, mais il faut les entraîner. Et donc c'est quoi? C'est donner à un outil des bases entières de texte dans lequel l'ordinateur va aller mesurer la distance au sens propre du terme entre des mots. Et il va voir, par exemple, que vous avez lapin d'un côté, vous avez animal. À force qu'il voit des textes où lapin et animal sont pas loin, il va se dire, bah, lapin et animal, c'est pas loin. Le problème, c'est que si vous lui passez des dizaines de milliers de textes où il y a directeur et homme, ou le directeur et ainsi de suite, les biais, vous les reproduisez. Donc, ces biais-là, ils sont reproduits par la simple fait que vous l'entraînez avec des bases de données qui ont elles-mêmes certains biais. Et après, il y a quand même des contrôles humains qui sont faits dans la mesure où qui sont très puissants. C'est le RLHF, le Reinforcement Learning by Human Feedback. C'est l'idée que derrière, des acteurs, dans le cadre de l'entraînement des modèles, vont aller quand même vérifier ce qui se passe et vont aller parfois corriger. Mais qui dit correction humaine dit par définition la possibilité de réintroduire d'autres biais. C'est comme ça que vous aviez au départ ChatGPT qui pouvait vous dire, vous lui demandez, tiens, écris-moi un panneau générique d'Hitler, il vous l'écrit. Maintenant, c'est plus possible. Vous lui demandiez d'écrire les 10 façons de créer une bombe, il vous le donnait, maintenant il ne peut plus. Il y a à la fois des blocages qui sont mis et à la fois des idées, des reinforcement learning qui sont mis. Mais ça peut réintroduire d'autres biais, d'où l'importance de préciser ces notions d'éthique dans les algorithmes et qui sont mises aussi dans l'IA Act. Ce que je voulais dire, c'est que concernant les exigences, les articles de l'IA Act, et Julien en a parlé, le contrôle humain, les biais, la gestion des biais, également la transparence sur le contenu et les finalités des algorithmes, ça on va voir ça dans la suite, avec le contenu de l'IA Act et le contenu de l'ISO 42001. Alors maintenant qu'on a introduit l'IA Act et qu'on a défini les différents niveaux de risque des IA et qu'on a mis en avant surtout donc des IA inacceptables et les IA à haut risque, et également des IA à faible risque, ce qu'il est également mentionné dans l'IA Act, c'est qu'il va y avoir un marquage CE qui va être destiné aux produits, aux systèmes d'intelligence artificielle et aux produits qui intègrent des systèmes d'IA.
Le schéma de contrôle des intelligences artificielles va être peu ou prou assez identique avec ce qui existe pour les dispositifs médicaux ou pour d'autres marques HCE. Donc il y aura une autorité de contrôle. En France, ce sera probablement la CNIL, mais ce n'est pas encore décidé. Ça dépend si le gouvernement réfléchit en fait. S'ils veulent mettre en avant le côté encadrement juridique, ils désigneront probablement la CNIL comme autorité de contrôle. S'ils veulent mettre en avant l'innovation de l'intelligence artificielle, le côté innovant, la R&D, peut-être qu'ils choisiront une autre autorité. En tout cas, l'autorité de contrôle choisie va valider des organismes qui pourront être des organismes de certification qui seront chargés d'évaluer les systèmes d'IA et en vue du délivrage du marquage CE. Et ces systèmes d'IA seront conçus par des fournisseurs. Donc les utilisateurs ne sont pas inclus dans ce schéma-là. Hein. Vraiment, le marquage CE, ce sera contraignant avant tout pour les fournisseurs. Les utilisateurs, on en parle dans l'IA Act, ils auront des obligations en termes concernant le suivi des fournisseurs. Voilà. On ne pourra pas faire n'importe quoi avec des IA qui seront considérés comme haut risque. Il faudra absolument se tenir aux notices et ça fera partie de leur engagement contractuel. Et donc, quel est le contenu de l'évaluation? Donc, il y aura deux types d'évaluations qui sont prévues pour le marquage CE. Donc, une évaluation en 2 temps, évaluation de la documentation technique du fournisseur sur la conception, les fonctionnalités et la description du système d'IA, et également une évaluation du système de management de la qualité. Cette évaluation sera basée sur la norme ISO 42001. Donc ça, c'est pas encore officiel. Hein. Cette norme, elle est en cours d'élaboration. Elle sera publiée en fin d'année. Et elle va probablement, enfin, tout le monde s'accorde sur ça, hein, elle sera probablement désignée comme norme harmonisée, avec introduction dans cette norme, comme dans toutes les normes harmonisées, d'une annexe pour faire la correspondance entre les exigences de la norme et les articles du règlement, pour démontrer quel est le niveau de conformité. Puisque les normes harmonisées qui sont élaborées en vue d'une conformité à un règlement, elles peuvent répondre partiellement à la conformité ou entièrement. Voilà. Donc la 42001, probablement que certaines exigences permettront de répondre complètement à l'IA Act et d'autres seulement partiellement. L'évaluation du système de management de la qualité sera basée probablement sur la 42001. Ces 2 évaluations seront obligatoires pour pouvoir avoir le marquage CE. Sauf que dans certains cas, il a été prévu actuellement dans le projet de règlement des exceptions où il sera possible de s'autodéclarer. Mais ça, c'est en cours de discussion actuellement. C'est très proche de ce qui se fait dans le domaine des dispositifs médicaux. Et slide suivante. Et puis, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la correspondance entre les articles de l'IA Act et des exigences de la 42001, donc on a fait une petite cartographie. Concernant le marquage CE, le système de gestion de la qualité, l'IA Act impose un marquage CE à passer par les fournisseurs. Ce marquage CE est conditionné par la mise en œuvre notamment d'un système de gestion de la qualité. Et l'ISO 42001, du coup, elle définit ce système de gestion de la qualité et elle est pressentie pour être la norme harmonisée de référence. Concernant la gestion des risques, donc l'IA Act impose de mettre en œuvre un système de gestion des risques qui couvre l'entièreté du cycle de vie du système d'IA. Et du coup, la 42001, dans le cadre du système de management de la qualité, s'appuie sur un management par les risques. Et elle impose également de mettre en œuvre un processus de gestion des risques, comme beaucoup de normes de système de management d'ailleurs. Et une norme a été élaborée pour ça, l'ISO 23894, qui définit comment réaliser une analyse des risques d'un système d'IA, pour prendre en compte la qualité des données inadéquates, les biais, les erreurs matérielles. Voilà, parce que un système d'IA, il est composé de composants matériels et une défaillance d'un de ces composants peut entraîner des résultats inappropriés. Également, les réutilisations inappropriées d'un système d'IA seront traitées dans ces analyses de risque. Le fait de sortir pour une finalité donnée des résultats qui peuvent être réutilisés à des fins malveillantes par la suite. Tout ça, c'est encadré et ça doit être anticipé, analysé. Concernant la transparence et l'information, donc Julien en a parlé, l'IA Act exige une conception transparente du système, l'élaboration d'une documentation technique et des instructions pour les utilisateurs, ainsi que la tenue des registres d'activité. En réponse, l'ISO 42001 recommande la transparence et l'explicabilité dans les systèmes d'IA, notamment sur l'utilisation et la provenance des données, ainsi que sur l'utilisation générale du système. Enfin, concernant la robustesse, l'exactitude des données et la cybersécurité,
l'IACT impose de se prémunir contre les tentatives de tiers non autorisés visant à exploiter les vulnérabilités du système. Donc là, on est carrément dans la cybersécurité. Il faut empêcher les gens d'aller dans le système logiciel pour modifier l'algorithme, pour modifier également les bases de données en intégrant de façon malveillante des biais. Et également impose de mettre en œuvre une redondance au moyen de plans de sauvegarde ou de mesures de sécurité après défaillance. Oui, parce que du coup, les systèmes d'IA vont être utilisés par des organismes comme le vôtre, dont vont dépendre les performances générales de l'activité. Du coup, il faudra que vous ayez une assurance. Si le système d'IA dans votre organisme a une grande importance sur votre service, votre niveau de service et la qualité de service, il faut que ce service puisse être continu. Donc des redondances sont nécessaires. L'ISO 42001, en réponse à cette exigence de l'IAC, recommande de mettre en œuvre une politique de sécurité de l'information et des mesures de sécurité à jour des menaces cyber. Voilà. Donc on n'est pas encore sur un niveau de conformité à l'ISO 27001, qui est la norme de système de management de la sécurité de l'info, mais vous pouvez vous en inspirer. En tout cas, les fournisseurs d'IA peuvent s'en inspirer. Concernant le contrôle humain, donc ça c'est un élément important. Donc les IA réalisent des calculs automatiques et sortent automatiquement des données qui peuvent vous être utiles, mais il est obligatoire de pouvoir effectuer un contrôle par des personnes physiques en vue de prévenir les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux. Donc du coup, régulièrement, à des moments donnés qu'on aura analysés, déterminés comme opportuns, il faut pouvoir laisser la possibilité à un humain de rentrer dans le système pour contrôler les résultats, voir s'il y a eu des biais, les corriger. Par exemple, dans un système de sélection automatique de CV utilisé par les cabinets de ressources humaines, les cabinets doivent pouvoir, ou en tout cas le fournisseur de système DA doit pouvoir identifier avant la mise sur le marché de son système, voir s'il y a des biais misogynes par exemple. Si pour certains jeux de données, le système va sélectionner des CV plutôt d'hommes ou plutôt de femmes ou plutôt de certaines origines ethniques. Donc tout ça, ça doit être identifié en amont. Et également, dans les notices, ce sera aux utilisateurs d'effectuer des contrôles réguliers aussi, pour identifier ensuite, une fois lors de l'utilisation, des biais. Et l'ISO 42001, en réponse à cette exigence, recommande d'établir des exigences de supervision humaine durant tout le cycle de vie du système et d'en tenir compte dans la gestion des ressources. Voilà. Donc c'était un peu tout. On vous adressait un schéma des différents textes d'application réglementaire, d'application volontaire. Le message avant tout, c'est on vous encourage à vous informer sur ces technologies pour améliorer la qualité de vos activités. Nous-mêmes, à l'AFNOR, on utilise certains systèmes d'intelligence artificielle comme ChatGPT pour réaliser certains contenus. Informez-vous, formez-vous et restez à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ça a suscité juste quelques questions, une question? On est encore une fois sur une perspective et sur un sujet... oui, c'est vrai, on l'a entendu, oui. Perspective qui arrive relativement vite et besoin de s'acculturer. On était sur la notion RSE tout à l'heure. Aujourd'hui, on est sur maintenant, on est sur cette autre thématique. Est-ce que ça a suscité quelques questions? Oui. Denis. Bon, c'est juste un témoignage. Là. Donc chez Veolia, on est la seule entreprise en France, je pense, aujourd'hui. On a mis à disposition ChatGPT à tous les collaborateurs. Ça veut dire qu'on a acheté une licence chez ChatGPT. Donc ça veut dire que tout ce qu'on recherche, on va pouvoir capter l'information sur la toile, mais tout ce que... il n'y a rien qui sortira de chez Veolia. Donc, voilà. Et tout est contrôlé. Déjà, tout ce que vous avez expliqué, normalement, c'est contrôlé. Donc... voilà, c'est une licence qu'on a pour chaque collaborateur. Et je peux vous dire que on augmente nos performances de 30%. C'est vrai, c'est une réalité. Donc, passez le message aux employeurs, autrement, vous serez vite dépassé. C'est vrai que c'est un élément important. Merci. C'est vrai que c'est un élément important. ChatGPT, si vous utilisez la version libre sur Internet, c'est vrai que les données, quand vous les mettez dans le système, après, elles vont être... C'est OpenAI qui les détiendra et vous ne pourrez pas les récupérer.
C'est un peu le défaut. Donc là, la bonne pratique, c'est que vous l'avez internalisé. Finalement, vous avez vos propres bases de données, votre propre système. Vous utilisez juste l'algorithme logiciel. Ça vous permet d'être souverain, en fait. C'est pas mal. Autre question? Oui. Oui, par rapport à l'utilisation des données par l'IA en réflexivité, juste une information, mais si vous avez une GED, gestion électronique des documents, et la plupart des opérateurs aujourd'hui ont intégré des IA à l'intérieur des GED qui ne sont pas réflexives, c'est-à-dire que les éléments restent chez vous. Si par contre, on utilise la version Google ou Microsoft de l'IA pour faire des résumés, et moi j'en fais, hein, de texte, là, il n'y a pas de garantie sur la réflexivité. Hein. Donc aujourd'hui, nous, on a intégré dans la GED, ça coûte rien de plus, puisque c'est vraiment natif aujourd'hui sur toutes les bonnes GED que vous avez. Hein. Donc vous demandez à votre opérateur GED, il vous les donnera tout de suite. Hein. Voilà. Ces informations sont quand même liées aussi aux usages de chaque salarié, de chaque employé. Ah oui, oui. Tant qu'il n'y a pas ces enjeux de sécurité et de... qui sont bien sûr contrôlés quand on internalise, qu'on regarde si on est conforme, qu'on regarde où sont hébergées les données, qu'on regarde voilà, tout ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas une vision et une stratégie vraiment forte et rapide des employeurs et des directions pour se saisir du sujet, très vite, il suffit de demander anonymement aux équipes qui l'utilisent, on s'aperçoit très vite que les données ne sont pas contrôlées, que l'utilisation elle est vraiment complètement Far West par l'ensemble des équipes parce que c'est un tel gain. On peut le comprendre, mais donc il y a vraiment un besoin de reprendre la main et d'aller très vite sur le sujet, je pense. Oui, oui, non, mais c'est clair que là, pour le coup, il y a une vraie analyse avec le SI. Hein. Nous, on n'est pas équipés. Enfin, moi, en tout cas, en tant que SE, j'étais pas équipé pour résoudre le truc. Hein. Donc ça a été un travail avec le SI. Juste une anecdote, mais enfin, c'est un joke. Mais à quand la RSE appliquée à l'IA pour la bienveillance et la qualité de vie des IA dans nos entreprises? Enfin bon. Ah, moi, j'avais quelque chose à ajouter. Vous parlez de RSE, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais dans la 40-2001, typiquement, on recommande aux fournisseurs de systèmes d'IA de prendre en compte des enjeux de RSE, notamment pour ce qui concerne plutôt le développement durable, la consommation énergétique des algorithmes. Donc, ils devront faire des analyses et essayer de limiter au maximum cette consommation énergétique. Et juste, pardon, un exemple de biais très concret. Alors effectivement, c'est juste impressionnant. La dernière fois, on travaille, vous le savez, sur Calliope, on certifie Calliope. On a des milliers de clients avec les renouvellements. Mes équipes me disent on voudrait un chatbot pour répondre aux clients. Je me dis tiens, je vais apprendre Python, allons-y. Et en fait, en 2 minutes, avec ChatGPT Pro, en 2 minutes, on crée effectivement maintenant un chatbot à qui, alors là en plus, comme c'est que des données publiques, moi le but c'est que des facs, des arrêtés et des trucs du ministère ou de nous. Plus ça circulera sur Internet, plus ça m'ira. Donc, je lui charge tout. En 2 minutes, j'ai créé mon bot et il me propose différentes images qui ne m'allaient pas. Et à la fin, donc ça marche, hein, c'est incroyable. Donc, on va voir comment on peut l'internaliser pour qu'après, on puisse y mettre notre base client et que ça soit sérieux. Et par contre, je fais un petit post sur Internet, sur LinkedIn, où je reprends les images que m'avait proposé l'outil, puisque en plus, avec la version Pro, vous avez DALL-E qui est interfacé, vous avez les images automatiquement, tout ça. Et une des personnes me commente et me fait remarquer, je n'avais pas fait du tout attention, c'est ça les biais aussi, que les 4 visions humanoïdes qui m'étaient proposées pour le bot, les 4 avaient étaient en homme. Donc même, j'avais pas du tout vu ça, même pour l'image d'un robot, il y avait un biais quand même que comme c'était une IA et que c'était sérieux, c'était un homme avec une cravate. Enfin, c'était un robot avec une cravate. Mais sinon, peut-être que c'est une question de temps avant qu'apparaissent les premiers systèmes d'IA pour gérer un système de management de la qualité et donner en tout cas des directions. Donc ça va arriver vite. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Ça clôture ce 4e temps fort.